bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite évidemment la bienvenue dans le premier événement de notre cycle consacré au mouvement du Hirak qui fête cette année son 3e anniversaire. À cette occasion, nous avons voulu revenir sur les origines de ce mouvement qui a été lancé le 22 février 2019, mais aussi comprendre qui sont ces révolutionnaires et quels sont leurs moyens pour agir justement collectivement. Il est vrai que les médias ont souvent dépeint le Hirak comme un mouvement unifié derrière l'objectif d'un changement démocratique, mais cette vision quelque peu édulcorée d'un peuple uni qui se bat contre le dictateur omet la multitude des trajectoires des révolutionnaires et de leurs imaginaires. Une démarche micro-sociologique est donc nécessaire pour mettre en évidence ces cheminements individuels qui, agrégés, forment ce que l'on nomme le Hirak. Et c'est ce travail minutieux du suivi de l'acteur que notre invitée de ce soir a mené dans ses recherches, c'est-à-dire elle a suivi les acteurs dans leur quotidien ordinaire et ce dans 2 quartiers, un quartier oranais et un quartier dans le centre-ville d'Alger. Laurence Dufresne-Aubertin est notre invitée de ce soir. Elle est doctorante en sciences politiques à l'université Aix-Marseille, rattachée à l'IREMAM et au laboratoire Mésopolis. Ses recherches portent normalement sur la politisation des classes populaires à travers la question du mal-logement en Algérie. Sa thèse, intitulée « Le logement social en Algérie comme rapport ordinaire aux politiques », a d'ailleurs obtenu le prix Michel Sorin en 2019. Mais ce soir, Laurence, elle ne nous parlera pas des problématiques de l'accès au logement, mais d'un autre travail qu'elle a réalisé sur les garçons des quartiers populaires dans le Hirak et qui est paru dans l'ouvrage collectif Cheminement révolutionnaire, un an de mobilisation en Algérie 2019-2020, sous la direction d'Amin Halal, Leila Baamara, Leila Dakhli et Giulia Fabiano aux éditions CNRS en 2021. Dans cet ouvrage collectif, Laurence, elle a donc contribué à un chapitre dans lequel elle examine notamment comment les perceptions des garçons des quartiers populaires du Hirak ont influencé leur participation ou non à ce soulèvement protestataire. Merci donc beaucoup, Laurence, d'être avec nous ce soir pour présenter votre travail. En revenant notamment, et j'insiste là-dessus, pour bien poser les jalons dès le début, pour revenir justement sur le début de ce mouvement et non pas sur les évolutions qu'il a pu prendre depuis 2019. Donc, je vous laisse la parole, Laurence, pour une trentaine de minutes pour que vous présentiez votre travail à nos spectateurs et je reviendrai ensuite vers vous avec quelques questions. Merci beaucoup Isabelle Roque pour cette présentation et cette introduction et merci également aux organisateurs du CAREP ainsi qu'à vous spectateurs d'être ici ce soir. Donc je suis très heureuse de participer à ce cycle de conférences sur le Hirak et d'avoir l'occasion de restituer quelques réflexions sur les 6 premiers mois de ce soulèvement populaire. Et donc aujourd'hui, comme on l'a mentionné, j'aimerais vous parler des pratiques protestataires de jeunes hommes de quartiers populaires donc au cours des 6 premiers mois du Hirak et plus précisément regarder les modalités de passage à l'action protestataire ainsi que des enjeux relatifs au maintien de l'engagement dans le soulèvement puisque ce dernier s'inscrit dans la durée. Et donc, en fait, la manière dont je vais procéder, je vais analyser cette participation des acteurs dans le Hirak à travers la mise en regard de profils de 4 garçons. Et donc, ces profils ne prétendent pas à la représentativité, ni même à englober l'entièreté des expériences protestataires des jeunes hommes de quartier populaire. Cependant, je pense que le choix de ces 4 garçons permettent de souligner la diversité des expériences, mais aussi de donner corps à des trajectoires de mobilisation, mais aussi de démobilisation. Et donc, à travers les pratiques et les perceptions qui sont parfois contrastées, l'enjeu que je propose d'avoir ce soir, c'est de tenter de restituer une épaisseur sociale de l'événement et de mieux saisir comment se manifestent ces ambivalences
telles qu'elles ont été énoncées ou observées auprès des garçons que j'ai rencontrés. Et donc peut-être rapidement, donc Isabelle l'a souligné, mais quelques limites du propos. Donc c'est un terrain parallèle à ma thèse. Donc disons que ces questions se sont un peu invitées dans mes recherches et que puisque j'ai pas eu l'occasion de retourner en Algérie depuis l'automne 2019, je ne m'avancerai pas sur la situation actuelle du Hirak. Parce que ça me semble trop difficile de faire un état des lieux des dynamiques au sein du mouvement depuis cette rive. Et donc, je circonscrirai à ce que j'ai pu observer in situ. Et même si ces pistes-là, je pense qu'elles mériteraient d'être actualisées au regard de l'évolution du mouvement et surtout du changement du contexte politique tel que ça a été le cas dans les dernières années. Donc peut-être avant de commencer sur l'analyse plus centrale, un petit mot sur l'enquête de terrain. Donc mon analyse, elle s'appuie sur une enquête qui a été réalisée, comme ça a été mentionné, dans 2 quartiers de centre-ville qui présentent des caractéristiques socio-économiques qui sont similaires. Donc nommément Cavignac et La Bastille à Oran et Bab el Oued à Alger. Donc ça s'est déroulé sur 2 terrains. Donc le premier terrain a été conduit en mars 2019 à Oran et le second terrain s'est déroulé en juillet et août 2019 à Alger. Et donc, pour essayer de comprendre ces passages à la mobilisation et surtout les inflexions dans l'engagement de ces jeunes garçons, je propose de me focaliser sur 2 séquences protestataires. Donc, la première séquence débute le 22 février, donc sauf à Rereta le 16 février, et s'achève avec la démission du président Bouteflika le 2 avril 2019. Et elle correspond schématiquement à un élargissement du champ des possibles qui est marqué par une amplification progressive des revendications et aussi de la participation. Et donc, on assiste, autrement dit, à l'émergence de manifestations de masse qui rassemblent tout type de catégories sociales. Et on a également le passage dans les revendications, donc d'un refus du 5e mandat du président à une exigence de changement de régime, de système politique et de l'ensemble de la classe politique. La seconde séquence, donc qui est à l'été 2019, s'inscrit plutôt dans une période de diminution de la participation et dans un contexte où il y a un vide constitutionnel qui est engendré par le report des élections présidentielles qui était prévu le 4 juillet. Et donc, on a beaucoup souligné le caractère uni du mouvement en pointant à juste titre le fait que des millions d'Algériens et d'Algériennes de genre, de classe, d'âge et d'idéologies différentes étaient sortis contre le 5e mandat et ce, sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est un état de fait. Et donc, on peut légitimement se demander quel est l'intérêt de se focaliser uniquement sur une catégorie d'acteurs et aussi quel est l'intérêt de faire un pas de côté, à savoir d'interroger le Hirak depuis un espace, disons, socio-spatial tel que le quartier et pas uniquement à travers ce qui se joue au cours des manifestations du vendredi ou du mardi qui rassemblait des étudiants, mais pas que. Donc, peut-être quelques pistes de réponse à ces 2 questions liminaires. Tout d'abord, on sait bien que tout le monde n'occupe pas l'espace public et le champ protestataire de la même manière, selon qu'on soit une jeune femme, un jeune homme ou un grand-père qui défilerait avec ses petits-enfants. On voit bien que les pratiques de l'espace public ne sont pas les mêmes, mais aussi que derrière des slogans communs, on ne met pas nécessairement la même chose. Donc, à titre d'exemple, la dénonciation du mépris, qui est très courante en Algérie, donc la hokra, ne veut pas nécessairement dire la même chose selon les manifestants, et aussi tout simplement parce que ça s'ancre dans des expériences vécues et sensibles qui sont différentes. Peut-être un autre élément de réponse de pourquoi il m'a semblé nécessaire d'effectuer ce pas de côté et cette spécialisation sur une catégorie d'acteurs, c'est que les expériences de socialisation politique et les modalités d'encadrement de la participation, même s'ils sont relativement lousses, diffèrent parfois considérablement
entre des points d'analyse, si on regarde les étudiants, les syndicats autonomes, les militants associatifs ou de partis politiques, et par exemple des jeunes de quartiers populaires qui n'ont jamais eu d'expérience antérieure de militantisme. Et donc, même si tout le monde se rassemble le vendredi, on n'y vient pas avec les mêmes bagages, avec les mêmes expériences, et ça me semblait intéressant de regarder qu'est-ce qui faisait cette spécificité, disons, des jeunes des quartiers populaires sans réduire leur expérience à une seule trajectoire. Et enfin, dernier point peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr qu'il y a un discours d'unité qui est également une expérience ressentie dans les marches de fraternité et que c'est quelque chose qui revient et qui est ressenti, mais c'est aussi une performance qui s'inscrit dans une grammaire protestataire. C'est-à-dire que faire peuple à travers l'affichage de l'unité, c'est aussi une manière de répondre au pouvoir algérien qui a tenté et qui tente de jouer sur des divisions, notamment ethno-linguistiques, comme on l'a vu avec le bannissement des drapeaux à Mazir. Voilà. Et donc, en fait, se limiter à une approche qui serait macro-sociologique, et donc de seulement regarder ce qui se passe dans le moment de la manifestation et surtout sans interroger les différents acteurs, c'est, à mon avis, faire l'économie d'une compréhension des dynamiques qui sont plus profondes et qui traversent le mouvement, et ce, dès les premiers instants. Voilà, donc adopter une démarche micro-sociologique qui suit les acteurs et qui se focalise sur une catégorie sociale permet, me semble-t-il, de regarder plus finement les représentations et les pratiques de la protestation au-delà de la performance dans les manifestations. Et donc, cette présentation, elle s'articulera autour de ces deux séquences, comme je l'ai évoqué précédemment, et elle va se focaliser plus en détail sur deux aspects. La première, c'est celle du passage à l'action protestataire, hein. Donc, autrement dit, les processus de mobilisation, mais aussi en filigrane, et on le verra, les processus de démobilisation qui sont à l'œuvre dans ces différentes séquences. Et dans le deuxième aspect, ce sera principalement les modes d'action privilégiés dans le mouvement, mais également les formes de rétribution qu'on trouve à l'engagement. Et donc, pour interroger ce passage à la protestation, je reviens principalement sur ce terrain oranais qui a eu lieu au mois de mars. Et donc, peut-être que le début de l'intrigue, c'est comme toujours une forme d'étonnement, même si on a les clés en sciences sociales pour savoir que rien n'est unique. Et donc, force est de constater que les raisons de se révolter en Algérie comme ailleurs ne manquent pas. Mais c'est ce que la sociologie des mobilisations a montré depuis longtemps, c'est que ce n'est pas parce qu'on a du mécontentement que les gens se mobilisent nécessairement. Et donc, au début du mois de mars 2019, je reviens sur un terrain dans lequel j'avais l'habitude de résider dans le cadre de mes recherches de thèse. Et je vois que les garçons de Cavignac et de la Bastille, à Oran, entretiennent des rapports qui sont très contrastés et ambivalents au Hirak. Et notamment, une part de l'étonnement que j'ai à ce moment-là, c'est que dans le cheminement en allant vers ce terrain, je me disais que ceux qui avaient des paroles politiques étaient les plus acerbes, les plus critiques en amont de l'émergence du Hirak, seraient ceux qui seraient le plus impliqués. Sauf que ce n'est pas nécessairement le cas. Et je me rends compte que bien que certains y participent, il y a la présence d'une attitude distante à l'égard du mouvement qui est partagée par de nombreux fils du quartier. Et donc, le désintérêt qui est affiché, il dissimule différentes logiques. Et donc, il ne faudrait pas penser que parce qu'on ne participe pas, que c'est synonyme d'apathie politique. C'est loin d'être le cas. Comme je disais, il y a des discours critiques en amont et souvent très virulents. Donc, c'est pas de manquer. C'est pas parce que les jeunes ne partagent pas les revendications ou même les constats. Mais il y avait souvent une expression qui était utilisée, c'était
Khalini min al-Hirak, donc laisse-moi tranquille avec le Hirak. Donc cette mise à distance, elle évoquait, il me semble-t-il, trois choses, dépendamment des acteurs, soit une logique de distinction, à savoir une posture critique à l'égard des modalités d'action. Donc on ne croit pas que les mobilisations peuvent entraîner un quelconque changement d'ampleur, soit qu'il y avait des aspirations personnelles qui étaient inchangées par le mouvement, donc l'émergence du Hirak ne transformait pas profondément, par exemple, des projets d'immigration clandestine, contrairement aux rumeurs qui avaient été dites, et je vous renvoie à ce titre au chapitre dans ce même ouvrage de Farida Souya qui traite justement des haragas, à Oran notamment. Et un troisième point peut-être de cette énonciation de la mise à distance face au mouvement, c'est, me semble-t-il, une stratégie de protection et notamment d'anticipation de la répression, même si elle a été relativement faible au cours des premières semaines du mouvement. Donc, autrement dit, le passage à la protestation des garçons du quartier n'est ni instantané, ni linéaire, ni même généralisé, même lorsqu'on partage les constats et les revendications qui sont portées dans le Hirak. Et donc, il est difficile de restituer les ressorts exacts de la mobilisation et de définir précisément quel est l'événement ou les déterminants, parce qu'il y a une pluralité de facteurs. Mais au regard de ce que moi j'ai pu observer, il me semble qu'il y avait trois éléments importants qui pourraient être avancés. Donc, il y a d'une part la part de contingence, le rôle des sociabilités de quartier et aussi les expériences antérieures de la répression. Et donc, pour rendre compte de ces éléments, je propose de mettre en parallèle la trajectoire de deux garçons de rang au cours des premières semaines. Donc, d'une part, Sofiane, donc c'est pas leur vrai nom, c'est une anonymisation, mais qui a 26 ans, qui fait partie d'un groupe de jeunes du quartier de Cavaignac, qui est allé à l'université et qui enchaîne des stages non rémunérés dans des entreprises et qui, le soir, travaille dans le commerce de son oncle. Donc, et son groupe d'amis ont des statuts sociaux et professionnels assez similaires. Donc, pas non plus les jeunes des quartiers les plus, dans une posture les plus précaires, disons. Et donc, de l'autre côté, en parallèle, je voulais regarder la trajectoire de mobilisation de Khaled, qui, lui, a la trentaine et vit de débrouilles et de petits illégalismes. Et surtout, ce qui me semblait intéressant, c'est que Khaled tient une position assez particulière dans son quartier, puisqu'il contrôle souvent, à travers des formes d'intimidation ou d'extorsion, des portions de l'espace public aux alentours du marché et qu'il loue à une clientèle qui se compose principalement de jeunes hommes du quartier. Donc, un rapport un peu de petits caïds ou de petits patrons dans une économie informelle. Donc, si on se focalise un peu sur la trajectoire de Sofiane et de ses copains, c'est un passage à la protestation qui est beaucoup plus classique et beaucoup plus relativement semblable à de nombreux témoignages qui ont été faits autour du 22 février. Et donc, très classiquement, ils entendent parler des appels à manifester qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. Ils partagent tout à fait les doutes sur la provenance du message qui est anonyme, très distant et sceptique, mais intrigué. Et ils se retrouvent, donc cette bande d'amis se retrouve dans le quartier après la prière. Et lorsqu'ils voient le cortège passer à côté de là où ils se trouvent, parce que le cortège passe à la lisière du quartier, ils décident de sortir collectivement, donc d'y participer, et ils appellent leurs autres camarades pour qu'ils se joignent à eux en voyant qu'il n'y a pas de répression de la marche. Et donc, un peu un effet d'encliquage qui s'effectue. Donc, cette part de contingence que j'ai mentionnée, qui est toujours propre à cette émergence de mouvements, de situations révolutionnaires, disons, de crise politique du moins. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les semaines qui suivent, les garçons, plutôt que de se rendre à la place centrale, celle du 1er novembre, où
où démarrent les marches. Ils attendent aussi à la lisière du quartier, donc comme il l'avait fait auparavant, et se joignent au cortège en tant que fils de Cavaignac, donc avec une sorte d'appartenance où les sociabilités de quartier sont mises de l'avant, même dans la manière dont on entre dans le cortège. Donc on n'y va pas seulement de manière individuelle. Et donc, ce que j'ai pu observer pendant ce mois passé dans le quartier, c'était surtout des formes d'incitation à l'engagement et à la discipline qui s'exerçaient au sein du groupe d'amis et qui s'appuyaient surtout sur des effets de réputation et sur ce réseau de sociabilité. Et donc, au cours du mois de mars, par exemple, lorsque certains garçons tardaient à joindre à la manifestation, les autres membres du groupe effectuaient des rappels à l'ordre, que ce soit sous le couvert de boutade ou tout simplement des implications, des incitations plus explicites à l'engagement. Et donc, à travers ces rappels à l'ordre, se créent des devoirs de solidarité et une discipline de groupe. Et donc, en fait, ce que je voulais montrer par là, c'est que, autrement dit, plus qu'un engagement individuel, prendre part aux manifestations de rue apparaît comme une pratique collective et parfois ludique qui s'inscrit dans des sociabilités de quartier et dont les codes d'appartenance sont rappelés par le groupe à ses membres au cours de l'action. Donc, c'est quelque chose qui se co-construit entre cette bande d'amis. Et donc, la trajectoire de Sofiane et de ses amis illustre un peu l'évolution rapide des jeunes garçons à la faveur de ce soulèvement. Donc, ils adoptent les modalités d'action, les registres de dénonciation, les slogans, mais également le répertoire civique de l'engagement. Donc, par exemple, à la fin du mois de mars, ils entreprennent de nettoyer le coin de rue où ils ont l'habitude de se retrouver et ils construisent des bacs destinés à accueillir des plantes. Donc, c'est une pratique qui a été beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux et qui traduit une forme de subversion des rapports entre l'espace public et l'espace privé et qui montre aussi que prendre soin de l'espace public devient une manifestation d'une forme de probité morale et aussi on vient montrer qu'on incarne une conception nouvelle de la société qui est fondée sur des vertus civiques. Parallèlement à ce groupe-là, on a la trajectoire de mobilisation de Khaled qui est tout à fait différente. Et donc, peut-être d'emblée, on peut dire que les risques qu'il encourt en termes de subsistance et de vulnérabilité face à la justice influencent son passage à la protestation. Et donc, au cours du mois de mars, contrairement au groupe de garçons de Cavaignac, Khaled a participé à aucune manifestation. Et donc, si les premiers ont une forme d'élargissement du champ des possibles et surtout de la parole politique en public, Khaled il préserve sa vigilance dans l'espace public et surtout, il ne voit pas du tout dans les manifestations le signe d'un changement politique imminent. Et donc, il considère que le maillage du quartier par les services de sécurité est tout à fait inchangé et je pense que sa vigilance s'inscrit aussi dans des expériences d'incarcération. Donc, il a été incarcéré à 2 reprises, dont une fois à la suite d'une participation à une émeute. Et donc, il a bénéficié de la grâce présidentielle du 5 juillet, comme ça arrive souvent pour ces jeunes garçons. Et donc, il n'a pas achevé sa peine de prison. Et dans ce contexte d'incertitude politique, il estime qu'une participation au mouvement contestataire lui vaudrait une peine de prison ferme sous couvert de récidive. Et donc, si maintenant je me focalise sur le Khaled, c'est quelque chose que j'ai pu observer auprès d'une partie des jeunes du quartier qui avaient des positions similaires à Khaled, donc que ce soit à travers des expériences d'incarcération précédentes qui étaient plus ou moins longues, mais aussi parce que beaucoup vivaient d'illégalisme, donc soit de vente de drogue, d'alcool au noir, ou parfois de contrebande avec la frontière marocaine, qui est pas très loin. Et donc, le passage à la mobilisation semblait moins évident, ou du moins plus anticipé. Je vais aller un peu vite, parce que je me rends compte que je prends du temps. Et donc, en fait, finalement, Khaled décide le 5e vendredi de participer, mais ce n'est pas tant parce qu'il croit qu'il y a un renversement de l'ordre politique qui est possible, mais plutôt parce qu'il y a une forme de routinisation des manifestations et des rares arrestations en rang qui lui permettent de
mieux jauger le risque qu'il entreprend à la participation. Mais aussi, je crois qu'il est véritablement soucieux de préserver son autorité dans le quartier et sa position d'aîné qui est remise en question, où on remet en question la hiérarchie. Et donc, c'est une manière de garder sa position sociale et ça montre aussi comment cette position économique et sociale, elle s'inscrit dans des effets de réputation et d'une économie à circuit court dans le quartier. Donc, disons que si... Passons maintenant plutôt à la deuxième phase, à savoir regarder un peu les formes d'inflexion dans la participation. Et donc, pour penser ces inflexions, je propose de regarder des trajectoires de deux garçons de Bab el-Oued. Et donc, le profil de Yassine, qui a 27 ans et qui est licencié en informatique et chômeur, et Ced Ahmed, qui est lui à 25 ans et qui vit de débrouille et de petite délinquance. Vous remarquez aussi qu'à chaque fois, j'essaie de donner des profils qui sont un peu différents, mais aussi parce que je trouvais que sous la catégorie quartier populaire, souvent on va voir que le plus précaire, tandis que c'est des quartiers qui ont des maillages qui sont plus complexes en fait, que simplement voilà, il y a des positions très diverses. Et donc, ce que je voulais montrer à travers ces deux profils, c'est que pour ces deux garçons, la situation protestataire, donc à l'été 2019, ne constitue pas, ou du moins elle ne constitue plus, une opportunité de changement politique. Donc il y a une forme d'effritement de la croyance pour Yassine notamment que ça peut entraîner un changement d'ampleur. Mais la grande différence, c'est que même si le constat il est partagé, ça ne se traduit pas à l'identique dans leur trajectoire de mobilisation et de démobilisation. Et donc, je voudrais revenir plus précisément sur leur appréciation de la situation protestataire, notamment en regardant les modes d'action privilégiés dans le Hirak et aussi les rétributions qu'ils trouvent à leur engagement dans ce mouvement. Et donc, d'abord, les deux garçons de Bab el-Oued que j'évoque ici ont des apprentissages de la contestation principalement dans les stades de foot. Et ils ont tous les deux été dans des groupes d'ultra du Mouloudia, donc dans leur jeunesse, même s'ils n'en font plus partie actuellement. Et ils entretiennent un rapport contrasté à la manière d'occuper le cortège. Donc, d'un côté, la marche représente pour Ced Ahmed l'occasion de se défouler. Donc, dans cette optique, il consomme des cachets, drogue, et il sort, dit-il, autant pour demander ses droits que pour leur dire de dégager un peu. Donc, on voit qu'on a une imbrication entre des pratiques protestataires et de revendications politiques fortes, mais aussi des pratiques, disons, plus ludiques qui visent à combattre la mal-vie par la fête. De l'autre côté, on a Yassine qui, lui, entretient un rapport extrêmement critique à ces formes ludiques de contestation, et lui considère, pour sa part, que chanter et danser, ce n'est pas une manière de revendiquer des droits. Donc, il mentionnait notamment que des fois, il allait voir le cortège que pour insulter des gens. Donc, je pense que c'est une frustration assez forte sur la manière dont le mouvement n'a pas su répondre à ses attentes en termes d'expression politique, du moins d'occupation de l'espace public. Et donc, d'un côté, alors que Ced Ahmed sort toutes les semaines, Yassine, lui, n'y va plus depuis le mois de juin. Et donc, tous les deux se rejoignent dans leur critique du mouvement qui porte principalement sur l'institutionnalisation du répertoire d'action, d'un côté, et de l'autre côté, le désamorçage de sa capacité à produire un rapport de force avec les autorités. Et donc, tous les deux, ainsi que leurs camarades au sein du quartier, soulignent l'absence de capacité de disruption du vendredi, mais aussi il y avait énormément de discours qui portaient sur la comparaison entre les marches et les stades de football, où on estime que la marche de vendredi, comme le stade, seraient des espaces-temps délimités et concédés par le pouvoir algérien pour laisser la population se défouler. Et donc, que ce serait finalement une forme, disons, désormais, au cours de l'été, domestiquée d'expression du politique.
Donc, ils effectuent aussi, au cours des premières semaines, surtout, ils effectuent des tentatives de sortir du cadre de la marche pacifiste, notamment à travers des confrontations avec les forces de l'ordre sur les hauteurs, notamment à travers des tentatives de passage en force sur les hauteurs d'Alger pour aller se rendre jusqu'à la présidence, et ça se transforme en des batailles rangées avec les forces de l'ordre. Donc, ça a été très critiqué, notamment dans le reste du mouvement. Mais donc, on a ces jeunes qui échangent des jets de pierre avec la police, qui les répriment avec des gaz lacrymogènes notamment. Et ce qu'on voit aussi là, c'est la transposition de savoir-faire antérieurs qui ont été notamment acquis dans des pratiques, dans les rencontres de football et notamment dans les rencontres avec les ultras. Et donc, en fait, Yacine, qui participe beaucoup à ces affrontements, il abandonne progressivement ce mode d'action, d'une part parce qu'il voit l'ampleur du dispositif policier et une répression qui touche particulièrement les jeunes hommes, mais aussi dans ses représentations, il interprète l'absence, il interprète comme une absence de soutien des participants au Irak, les tentatives de sortir du cadre accepté par les autorités politiques. Donc, il dit que c'est un manque de sérieux. Et donc, ces garçons, ils entretiennent un rapport aussi ambivalent au pacifisme du mouvement. Et je pense que c'est là un peu, je pense que c'est là où on voit une forme d'ambivalence et d'ambiguïté. C'est qu'à la fois, il y a ce sentiment fort de fraternité et aussi une volonté de prémunir le mouvement de la répression. Mais on voit aussi que le recours routinier au terme selmiya, donc pacifiste, dans le cortège se présente pas seulement comme des adresses aux forces de l'ordre, mais aussi comme un rappel à l'ordre de la discipline militante dans le cortège. Et donc, c'est un rappel aux manifestants des lignes rouges à ne pas franchir. Et donc, en fait, pour une partie des garçons, donc ça ne se traduit pas après ces tentatives que j'ai énoncées précédemment, leurs pratiques protestataires ne vont pas aller vers des formes d'action violentes, mais il y a un doute sur la manière dont le pacifisme viendrait instaurer ou non un rapport de force avec les autorités. Et donc, malgré ces critiques, on voit des formes d'auto-limitation de ces jeunes hommes dans la manière de pouvoir proposer autre chose. C'est-à-dire, en tant qu'acteur, on pourrait se dire, on n'est pas d'accord avec la manière dont ça se fait, mais on se saisit du mouvement, on se l'approprie et on invente des manières d'énoncer le politique ou d'occuper l'espace public. Mais il y a une forme d'auto-limitation qui est assez forte dans leur discours, qui considèrent souvent qu'ils n'ont pas le niveau. Et donc, en fait, la grève, le sit-in, par exemple, sont souvent tournés en ridicule dans leurs propos, comme si c'était des modes d'action qui n'étaient pas à leur portée. Et aussi, il y a une autre impasse qui semble être présente, c'est que certains expriment des attentes d'encadrement qui peut-être pourraient être rattachées plutôt à leurs expériences, pas de militantisme, mais dans des groupes ultras. Et en même temps, ils sont extrêmement méfiants envers toute forme d'organisation politique qui soit instituée. Et surtout, il y a une croyance assez partagée que l'engagement dans des formes de représentation politique serait uniquement motivé par des avantages personnels. Et donc, voilà, ce que je voulais montrer peut-être ici rapidement, c'était que cette auto-limitation des jeunes garçons de Bab el-Oued repose pas vraiment sur des actions qui sont jugées excessives, mais plutôt qu'elle renvoie plutôt à des formes d'intériorisation de la contrainte qui sont liées à leur position de marginalité socio-économique et aussi à leur difficulté à créer un collectif politique. Et donc, rapidement, sur la rétribution de l'engagement, je dirais que les garçons articulent aussi en filigrane une conscience de classe et de genre qui évoque une forme de relégation économique et surtout des discriminations qui sont vécues sur le monde professionnel et matrimonial.
Et donc, on voit apparaître un discours en filigrane sur les classes sociales et aussi sur les enjeux sociaux, sans pour autant s'inscrire dans une demande de distribution matérielle. Comme ça pourrait être le cas pour un emploi ou pour un logement, ce qui est des formes plus classiques de protestation antérieures au Hirak et qui perdurent jusqu'à ce jour. Et donc, par exemple, Yacine, lui, pointe qu'il y a une moindre présence des garçons des quartiers populaires dans le mouvement, et c'est une manière pour lui d'expliquer son désengagement, de dire qu'il ne s'y retrouve plus, mais aussi ça fait référence à ce que j'ai évoqué précédemment, de la place des susceptibilités de quartier dans le passage à l'action, mais aussi, pourrait-on dire, dans son maintien. Et donc, Yacine, dans son discours, accuse les classes qu'il considère comme privilégiées d'avoir oublié la situation du pays, les motifs de la révolte. Et il adopte plutôt, dans son désengagement, une forme de nouvelle conception morale de l'engagement qui redimensionne plutôt ses actions à une échelle individuelle et interpersonnelle. Donc, grosso modo, sa manière de percevoir la transformation révolutionnaire du pays serait de changer les actions individuelles et qu'à travers cette accumulation d'actions individuelles, on aurait une transformation d'ampleur et donc il ne pourrait plus avoir une aussi grande ampleur, emprise, disons, politique ou de domination politique. Donc, c'est quand même un processus de subjectivation politique à travers la participation au Hirak, même si il s'écarte de cibles plus explicitement politiques comme les autorités. Et Ced Ahmed, de son côté, lui, il n'a pas du tout renoncé à son projet d'immigration, mais l'imbrication entre la fête et la révolte lui procure une satisfaction personnelle assez quotidienne. Et donc, il est tout aussi critique que Yacine, mais je pense que c'est rétributions qui sont symboliques, mais qui sont aussi parfois matérielles, notamment parce qu'ils veulent des téléphones aux jeunes garçons de classe plus aisée, contribuent d'une part à son économie de la débrouille, mais aussi à maintenir son investissement dans le mouvement. Donc, d'avoir toutes les semaines un espace de défoulement. Et peut-être, avant de m'arrêter, je veux peut-être revenir rapidement à une petite piste de conclusion. Donc, les trajectoires que j'ai montrées ici suggèrent surtout que l'appréciation de ce qui est possible, ce qui est jouable, ce qui est risqué, se situe au cœur des perceptions des garçons des quartiers populaires sur lesquels j'ai pu enquêter. Et donc, après les premières semaines, et pour certains dès le début du mouvement, ces acteurs ne considèrent pas que le Hirak puisse être à même de changer leurs conditions de marginalité sociale et économique qui constituent pour nombre d'entre eux une des caractéristiques principales de leur registre de dénonciation. Et donc, c'est aussi de rappeler qu'il y a des liens entre dénonciation politique et la manière dont ça s'inscrit dans un tissu social et des expériences sociales. Et donc, aussi, ce que j'ai souligné, c'est qu'il y a un discours assez fort et de réflexion sur les modalités d'action qui sont préconisées dans le mouvement et sur les manières dont on essaie de s'inscrire dans des rapports de force avec le pouvoir algérien. Et parallèlement, que les perceptions qui les amènent s'inscrivent dans une permanence d'imaginaires sociaux qui réfèrent d'une part à la magie, qui est un des registres dans lequel ils puisent beaucoup pour parler de leurs expériences quotidiennes en Algérie, mais également l'absence d'avenir. Et aussi que la confrontation directe avec l'État est perçue comme un mode opératoire d'action contestataire. Et donc, je pense que ces profils ils mettent aussi en lumière comment les appréhensions des coûts de l'action protestataire par les acteurs diffèrent aussi en fonction de leur position sociale. Et donc, il y a les expériences intimes de la répression, donc en particulier de l'incarcération, qui rendent plus propice leur engagement protestataire, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont été emprisonnés qui ne se sont pas mobilisés, simplement que ça joue encore ces expériences passées, et que
Les trajectoires illustrent aussi l'incidence de la configuration sociale du quartier dans le passage à la protestation et le maintien dans la mobilisation. Et donc, que ces sociabilités de quartier, ils produisent des incitations à la participation par le partage d'affects positifs et d'appartenance au groupe, comme on l'a vu dans le cas de Sid Ahmed, mais aussi de Sofiane, mais aussi que ça joue aussi négativement à partir du moment où ça se désengage. Et donc, pour conclure, bien évidemment, les trajectoires que j'ai évoquées ici, elles ne sont pas représentatives de l'ensemble des expériences des jeunes garçons de quartier populaire dans le Hirak, mais j'espère qu'elles permettent quand même d'établir quelques pistes d'analyse pour essayer de mieux comprendre la dynamique et le processus de mobilisation au sein du Hirak, du moins dans les premières semaines, les premiers mois, et aussi les débats sous-jacents qui ont lieu. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurence, pour ce portrait, ce tableau que tu nous as dressé et qui revient, comme tu l'as très bien résumé, sur les choix, tout simplement, des engagements politiques de ces fils de quartier, comme tu les appelles dans le papier. Alors, je voudrais juste dire à celles et ceux qui nous suivent sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A en bas de la page. Donc, Laurence, elle répondra à vos questions avec plaisir donc à la fin de cet échange. Donc, avant de revenir un peu sur les cheminements individuels que tu as évoqués tout à l'heure, j'aimerais peut-être commencer avec une question un peu plus générale. À savoir, on a beaucoup entendu dans les médias, notamment lorsque le monde arabe se soulevait entre 2010 et 2011, que l'Algérie, elle se tenait à l'écart, et certains disaient alors que l'Algérie, bon, elle avait déjà vécu son printemps à la fin des années 80 et que les Algériens ne pouvaient se mobiliser massivement compte tenu du régime qui était en place. Alors, je me demande comment expliques-tu les choses, que les choses aient finalement basculé en 2019? Pourquoi en 2019? Qu'est-ce qui avait changé par rapport à avant? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. D'une part, parce que c'est pas parce qu'il y a des mouvements, pas parce qu'il y avait ces révoltes dites arabes que ça voulait dire que l'Algérie devait nécessairement y participer. Et d'ailleurs, il y a eu des mobilisations. Cependant, ces mobilisations, elles sont demeurées davantage dans les répertoires qui étaient plus classiques. Donc, ça a commencé notamment avec des émeutes autour du logement, notamment, pas que, mais notamment. Et il y a eu des tentatives de structuration en 2011. Après, il n'y a pas eu ce décloisonnement des formes, disons, routinières à des formes plus exceptionnelles de protestation. Mais c'est difficile de répondre à la question de qu'est-ce qui a changé en 2019, notamment parce que quand on voit toujours des situations révolutionnaires, elles sont toujours improbables avant qu'elles se produisent et quand on les attend. Et après, on se dit qu'elles étaient inévitables une fois qu'elles sont là. Donc, on vient retrouver des excuses, pas des excuses, mais des raisons. Et donc, la recherche de causalité, elle est souvent assez problématique parce que ça entraîne souvent une lecture qui est téléologique. Et donc je ne vais pas m'engager dans ce chemin-là pour y répondre, mais je pense qu'on peut quand même souligner qu'il y avait une délégitimation du pouvoir qui était grandissante dans les dernières années. Donc moi, il me reste toujours en tête cette scène que j'avais trouvée absolument hallucinante où on tentait de présenter des chevaux qui avaient été donnés en cadeau au président Bouteflika qui étaient représentés par une photo. Et donc d'essayer d'amener le chevaux devant pour accueillir ce temps. Donc la mise en scène du pouvoir par un cadre qui était, donc par l'absence du président qui avait, je pense, depuis 2014, pas fait de d'élocution en public, qui était assez criante, mais aussi, je pense que c'est des scènes qui étaient aussi qualifiées pour beaucoup d'Algériens d'humiliantes. Donc ça, clairement. Mais je pense aussi que si on fait le parallèle dans des enjeux générationnels, on peut dire que les jeunes émeutiers de 88, pour la plupart, n'avaient pas connu la colonisation.
et que la jeunesse algérienne de 2019, qui est très importante pour les questions démographiques, n'a pas non plus connu ou très peu connu la guerre civile. Donc on voit aussi qu'il y a des enjeux de génération. Jusqu'à quel point c'est ça qui explique. Je pense que ça serait réducteur de l'amener comme tel, mais dans tous les cas, je pense que c'est important de rappeler que c'était pas l'Algérie dont on disait qu'elle était plus apathique. Au contraire, dans les dernières années, il y avait énormément de mobilisation sociale. Et donc, c'est un mouvement qui n'a pas du tout émergé de nulle part. Oui. Merci beaucoup, Laurence. Tu as choisi de travailler sur deux quartiers en particulier. Donc, tu nous as présenté dans ton exposé un quartier oranais, donc Cavaignac, qui porte le nom d'un ancien gouverneur français, et un quartier algérois, donc de Bab el Oued. Alors, pourquoi ton choix s'est porté sur ces deux quartiers en particulier? Et une autre question que j'avais pour toi, c'est en tant qu'enquêtrice en tant qu'enquêtrice potentiellement vue comme de nationalité française, comment étais-tu perçue par tes interlocuteurs, par les habitants de ces quartiers? Oui. Donc pourquoi les quartiers? D'une part, Cavignac et la Bastille, c'était les quartiers dans lesquels j'avais l'habitude de résider lorsque je faisais mon enquête de terrain à Oran. Et donc, j'avais des rapports de voisinage avec les jeunes du quartier. Je passais parfois des soirées à boire le thé, à discuter. Et ça en amont du Hirak, donc quand le mouvement a émergé, ça m'a un peu amené pas logiquement, mais je me sentis plus à l'aise d'aller interroger ces garçons, ou du moins de les suivre, parce qu'on se connaissait déjà d'avant. Donc je pense que ça jouait aussi dans la manière dont j'étais perçue par eux. Et Bab el Oued, en fait, encore une fois, c'était dans le cadre de mon enquête de terrain sur le mal logement. Et donc, j'ai commencé je faisais des entretiens sur les perceptions du mal logement de ces jeunes-là, et des entretiens familiaux. Et en parallèle, puisque le Hirak était d'actualité, j'en profitais pour regarder comment ils participaient ou non et leur rapport aux politiques. Voilà. Et surtout, oui, effectivement, la posture de chercheuses étrangères soulève beaucoup de suspicions en Algérie, ailleurs aussi, mais en Algérie notamment, et aussi l'occupation de l'espace public en tant que femme dans un quartier populaire. Après, je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de trouver une bonne distance, mais c'est un processus qui réussit pas toujours. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui sont restés méfiants et c'est normal. Et ça fait partie aussi des modes d'appréhension du politique et d'un discours aussi qui est très fort en Algérie, porté par les autorités, mais pas que, de la main de l'étranger, de l'instrumentalisation de l'interne. Après, bon, voilà. Merci beaucoup, Laurence. Une autre question, les quartiers que tu as étudiés, donc tu l'as dit dans ta présentation, il y a l'atmosphère générale qui y règne, et ça, on le lit aussi dans le chapitre d'ouvrage, c'est celle de la mal-vie qui rythme donc le quotidien des habitants de ces quartiers. Et pourtant, ce statut socio-économique ne les empêche pas donc de rejoindre le cortège des manifestants. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelque part ce phénomène qu'on a pu observer d'ailleurs ailleurs, d'une convergence de lutte qui s'incarne peut-être derrière cette mission que les révolutionnaires se sont donnés à dégager justement Bouteflika. Et une fois que cet objectif a été atteint, est-ce qu'on n'a pas observé justement un essoufflement? Est-ce que c'est pas à ce moment-là que les jeunes se sont dit finalement on est trop différents pour avancer ensemble? Peut-être dans certains cas, oui. Je pense que le fait qu'il y ait eu aussi une posture assez critique dès le départ dans ces quartiers auprès de certains jeunes, ça montrait que le sentiment de ne pas appartenir à ce mouvement était déjà présent. Je pense que la question sociale et économique, elle est quand même... elle n'est pas au cœur des revendications du Hirak, ça c'est clair. Mais aussi, je pense que ça peut peut-être s'expliquer parce que ça a été souvent une manière routinière de revendiquer en Algérie, donc de demander des formes d'autonomie matérielle.
qui est aussi une manière, ça s'inscrit aussi dans un état entier, pas pour dire que toutes les mobilisations sont des revendications d'avoir sa part de rente, mais c'est une manière dont c'est noué en partie un contrat social avec le système politique algérien. Donc, je pense que ça, c'est présent. Donc, de vouloir mettre ça à distance, je pense que ça fait sens dans un enjeu où on essaie que justement aussi que les réflexes qu'ont les autorités algériennes de venir redistribuer pour apaiser la colère puissent pas prendre racine. Mais je pense qu'en même temps, compte tenu que la Malaisie fait partie des expériences et vécues, et aussi que ça suscite des formes de politisation, de l'exclure complètement à terme, surtout quand on ne croit plus que les modalités d'action vont permettre un renversement de l'ordre politique, c'est à se demander, ça pose la question des rétributions de l'engagement. Donc, quels sont les bénéfices à s'engager si on ne croit pas qu'on est en mesure de renverser le système, ni non plus d'avoir une situation politique et sociale et économique qui soit changée par cet engagement. Voilà, et je pense que à force, beaucoup de jeunes ont considéré que les manières de manifester et aussi les gens qui en faisaient partie étaient plutôt proches d'une classe moyenne ou supérieure dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas. Oui, et donc tu disais aussi tout à l'heure que justement le mot d'ordre, c'était justement le pacifisme qui régnait dans les marches du vendredi. Mais tu disais aussi que justement ces fils de quartier, ils avaient quand même un rapport assez ambigu à cette non-violence qui était prônée. Et je me permets de citer justement un passage de ton texte où Ahmed Sid, je crois, il nous dit que les Hirak, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'on fait tous dans les Hirak? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Je jure, au début, les gens d'en haut, quand on est sorti, ils ont eu peur. Et puis, quand ils ont vu Silmia, donc pacifisme, ils se sont dit, oh, c'est bon, laisse-les. Ils jouent, laisse-les défiler, laisse-les se défouler le vendredi, il n'y aura rien, laisse-les sortir et marcher. Donc effectivement, tu dis que finalement, c'est presque une revendication de dire que la non-violence, donc de la part des jeunes du quartier, dire que la non-violence finalement sert le régime plus que les manifestants. Comment tu vois ça? Moi, je pense que pourquoi une partie d'entre eux pense que ça sert le régime, c'est notamment parce que pour certains d'entre eux, ils voient le Hirak comme une opportunité des autorités politiques de se maintenir au pouvoir. Et ça s'inscrit aussi en partie, mais pas que, dans des discours un peu conspirationnistes qui sont parfois énoncés, que ce serait au début, que ce serait Toufik, donc un ancien directeur des renseignements qui serait à l'œuvre, donc un truc de manipulation des masses pour justement permettre au système politique de se régénérer sans avoir... donc, classiquement, il faut que tout change pour que rien ne change, quoi. Et donc ce pacifisme, donc avec beaucoup la question de pourquoi les manifestations ne sont pas réprimées. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de suspicions par rapport à ça, d'une part, mais aussi... de dire que cette auto-limitation du mouvement, elle permettrait de faire des changements cosmétiques par les autorités qui pourraient invoquer une rhétorique d'épuration de la classe politique dite corrompue sous couvert de demandes populaires. Et c'est d'ailleurs ce que les autorités ont fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement raison, les garçons, mais l'analyse n'est pas non plus complètement ni conspirationniste ni illégitime, je crois, dans leur analyse. Et je pense aussi que ce qui se joue, c'est encore une fois la grande question du rapport de force avec les autorités, dont on sait qu'elles sont tenaces et qu'elles sont connues pour justement des jeux de coulisses, de manipulation. Et c'est un pouvoir fort dont on sait qu'il ne flanchera pas facilement. Et donc, d'où la nécessité d'entrer dans un rapport de force qui soit, entre guillemets, à la hauteur de l'adversaire en face. Donc, je pense que ce rapport ambivalent à la violence, c'est, comme je le disais, à la fois une volonté de se protéger de la répression,
et aussi on anticipe l'ampleur des formes de répression qu'elle pourrait prendre, qui sont aussi inscrites dans l'histoire du pays. Mais aussi, donc on se rappelle qu'on a déjà tiré à balles réelles sur la population, donc ce n'est pas non plus déconnecté d'expériences et de cas d'analyse qui sont tout à fait pertinents, et c'est aussi, et je pense aussi que il ne faut pas, quand je dis ça, il ne faut pas du tout penser que c'est un rapport essentialisant à la violence et aux politiques de ces jeunes garçons. Je pense que ça s'inscrit aussi, comme j'essaie de le montrer, dans des expériences passées de mobilisation, soit parce qu'on a eu des formes d'affrontement avec la police, qui sont souvent les formes d'autorité. Genre ces jeunes garçons populaires sont peut-être moins en contact avec l'agent ou guichet dans une administration qu'avec les patrouilles de police. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes rapports de force au quotidien, mais aussi parce que certaines modalités d'action, par exemple, qui sont plus mis de l'avant, si on regarde le cas des logements sociaux par des femmes, pas que par des familles qui seraient le sit-in ou des occupations d'espace public, se transposent souvent plus chez les jeunes garçons par par des émeutes, en fait, qui est un mode d'action qui est plus pratiqué par cette catégorie d'acteurs, et donc en fait qui se retrouvent soudainement complètement délégitimés dans le Hirak, dans la manière dont le Hirak s'est structuré, et quasiment l'assimilation qui s'est faite entre le mouvement et une modalité et un mode d'action, à savoir la manifestation de rue à des moments bien déterminés. Voilà, je pense que... Merci. On a beaucoup pu voir aussi dans la presse le terme révolution du sourire utilisé pour décrire le mouvement Hirak. Donc, justement, je voudrais peut-être revenir à cet instant un peu sur le mot employé, donc Hirak, donc, qui en arabe traduit donne finalement mouvement et non pas révolution. Hein, donc, on n'est pas sur le vocabulaire de la thawra. Alors, l'Algérie, elle a été qualifiée par certains chercheurs, et je pense ici notamment à Jeffrey Byrne, comme la Mecque des révolutionnaires. Mais dans la mesure où ici on est quand même sur un vocabulaire plutôt contestataire de mouvement et non pas de révolutionnaire, est-ce qu'on peut vraiment parler de révolution ou est-ce qu'on est vraiment sur un autre registre? Oui, bonne question. Je pense qu'il y a plein de... la révolution du sourire, si je la reprends un peu en ordre, la révolution du sourire, je pense que c'était aussi je pense que ça s'inscrivait moins dans un discours qui qualifiait la révolution en termes d'accomplissement politique, plus que la révolution qui se créait aussi dans la manière dont le peuple algérien apprenait dans les premières semaines à se redécouvrir et à refaire peuple à travers l'occupation de l'espace public et à travers ce mélange-là dans ce moment. Donc, je pense que c'était un moment qui était joyeux, et surtout les premières semaines étaient chargées d'un espoir et c'était euphorique. Donc je pense que ça s'inscrit plutôt dans ce contexte-là. Et je pense qu'on peut aussi amener une distinction entre l'usage du terme révolution qui serait défini selon sa finalité, donc son résultat. Donc, est-ce que n'est révolutionnaire que ce qui aboutit effectivement à une révolution, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt, pourrait pas plutôt utiliser le terme de révolution pour envoyer à ce qui serait de l'ordre d'un processus ou d'une situation, et notamment par la manière dont les acteurs s'approprient un lexique et aussi des revendications qui ont une aspiration révolutionnaire. Et donc, je pense qu'on a assisté dans les premières semaines, les premiers mois, à une situation révolutionnaire, ou du moins de crise politique, notamment par les ambitions qu'avait le mouvement. Et je pense que c'est justement ce qu'on disait, cette rupture qui s'est faite entre des mobilisations qui étaient sectorielles et des mobilisations qui étaient très routinières. Et donc, je veux dire, encore une fois, la société algérienne est loin d'être endormie. Les mobilisations dans le sud contre le gaz de schisme, contre le chômage, le mal logement, les mobilisations de corps professionnels dans les hôpitaux,
et si je me rappelle bien, la réforme des retraites aussi en 2017, je crois, ou 2018. Je veux dire, c'était plein de mouvements sociaux qui étaient déjà là, mais c'était des mobilisations qui se concentraient sur des mécontentements populaires. Et donc là, il y avait pas une auto-limitation, peut-être que ce n'était pas apporté non plus. Il n'y avait pas de demande de changement de régime, même si ça pouvait être dit en filigrane. Ce n'était pas ce qui était dans les mots d'ordre. Euh, et peut-être l'autre point de votre question qui était sur le terme de révolution, de l'Algérie, mec des révolutionnaires. Donc ça s'inscrit aussi dans un contexte très particulier. Donc c'est l'Algérie des années 60-70 et notamment de sa place centrale dans les luttes anticoloniales, anti-impériales et le rôle qu'a joué aussi l'Algérie dans l'accueil et dans le soutien de révolutions à travers le monde. Mais je pense aussi que c'est pas inintéressant de faire ces parallèles-là avec l'histoire, parce que justement, le terme de révolution en Algérie, me semble-t-il, est très associé à la guerre d'indépendance et au mouvement nationaliste, national d'indépendance. Et donc, la manière dont les participants du Hirak se sont saisis de l'histoire, notamment des figures de libération nationale, que ce soit dans l'iconographie, les effigies, les slogans, montraient aussi une volonté de renouer avec cet esprit révolutionnaire, une sorte de pureté révolutionnaire ou d'une révolution qui, du moins, leur aurait été confisquée, notamment par la classe politique actuelle. Voilà. Et donc, peut-être que le Hirak, c'est aussi une forme d'auto-limitation. Je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que dans le contenu, même si on appelle ça un mouvement, je pense qu'il y avait des aspirations révolutionnaires. Merci beaucoup, Laurence. Donc, il y a une partie de ta réponse qui répond aussi déjà un peu à la question suivante que j'avais pour toi, à savoir, dans les autres révolutions dans le monde arabe, que ce soit en Égypte, au Liban, on a pu voir qu'il y a eu des appropriations de symboles d'ailleurs, des inspirations peut-être aussi de ce qui s'est passé enfin, au-delà des frontières nationales. Est-ce qu'on a pu observer quelque chose de semblable en Algérie, ou est-ce que c'était vraiment plutôt un mouvement cantonné typiquement national? Je pense qu'il y a eu des formes d'expression de solidarité au-delà de l'espace national, notamment avec le Liban et le Soudan en 2019. Je pense je pense quand même qu'il y avait un discours très axé sur dans un dialogue avec les autorités algériennes. Donc, je pense qu'il y avait cette manière aussi de montrer que c'est pas des formes de désolidarisation, mais de montrer qu'on ne suivrait pas le même chemin que, entre guillemets, ces révolutions manquées ou confisquées. Comme c'était le cas en Égypte, et notamment, ça répondait, les parallèles étaient à la fois faits, il y avait toujours une volonté de dire que ce n'était pas la continuité, ni la reproduction des révoltes arabes de 2011, 2010-2011, mais je pense que c'est aussi, les parallèles étaient également faits par les dirigeants politiques. Genre, on se rappelle que Houyahiya, qui était le Premier ministre, avait dit qu'en Syrie aussi, ça avait commencé avec des fleurs, donc des menaces à peine voilées de ce qui pourrait se passer si le peuple continuait à sortir dans la rue et à demander à la classe politique de dégager. Mais je pense que c'est surtout des manières de montrer que le peuple algérien n'était pas dupe de ce qui se passait en termes de tractation et de tentatives de coup d'État, entre guillemets, par les urnes, mais aussi des tractations des militaires pour garder leur place dans l'équilibre du pouvoir du système politique. Oui, il y a peut-être aussi à mentionner, puisque vous l'écrivez dans l'article, que l'Algérie n'est pas incisable. Hein. C'était une pancarte apparemment qui avait été brandie lors d'une des marches de vendredi, donc en référence à Sisi, évidemment, en Égypte, pour bien montrer que l'Algérie n'allait pas suivre le même chemin.
Quelque chose qui était complètement absent quand même de ta rédaction donc dans cet ouvrage collectif, c'est la question des réseaux sociaux. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est un choix ou est-ce que les réseaux sociaux n'ont vraiment pas joué un rôle important dans le choix de ces garçons du quartier à prendre parti ou pas au mouvement ou aux marches du vendredi? Je pense qu'elles ont certainement, je pense que les réseaux sociaux ont certainement joué un rôle, ne serait-ce que par la diffusion de messages, dans les conversations en ligne, mais aussi dans la manière de mettre en visibilité sa participation, son adhésion, et aussi des effets je pense que ça a aussi joué dans la manière de montrer son engagement, ou du moins sa ferveur disons, révolutionnaire, quoi, en se prenant en photo, en essayant de s'inscrire dans l'histoire. Dans la grande histoire, quoi. Donc, de se mettre en scène. Mais je pense qu'on a beaucoup dit que les révolutions arabes, notamment, étaient des révolutions 2.0. Et donc, je pense qu'il y a intérêt quand même à démystifier tout ça. Et il y a autre chose qui se joue, même si les réseaux sociaux sont un espace public et un moyen de diffusion. Donc, je ne suis pas nécessairement la mieux placée pour faire ce travail-là. Je vous renvoie peut-être plutôt ici aux travaux de Romain Lecomte, qui, notamment sur le rôle d'Internet dans la révolution tunisienne. Et pourquoi c'est absent de mon étude? Tout simplement parce que ce n'est pas vraiment là que j'ai porté mon regard. Mais ça peut être une manière très stimulante d'interroger les passages politiques, notamment à travers les traces numériques de la révolution. Et donc, par exemple, pour observer la mobilisation en train de se faire, je pense que c'est quelque chose qui a fait, notamment, pas que, ils ont travaillé beaucoup plus large que ça, mais Youssef Chazli, dans une thèse remarquable sur le devenir révolutionnaire en Égypte. Donc, c'est une méthode d'enquête qui est juste pas celle que j'ai adoptée. Très bien, merci beaucoup, Laurence. Je me permets de poser une dernière question avant de prendre les questions du public. Alors, c'est pas du tout ton angle d'attaque dans le papier, c'était plutôt celui de Farida Souya, c'est-à-dire de travailler sur les haragas, sur la diaspora aussi, et d'interroger un peu le rôle de la diaspora dans l'engagement politique. J'aimerais quand même revenir là-dessus parce qu'on a quand même vu à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France, de nombreuses marches du Hirak populaire algérien à l'étranger qui ont été organisées. Et là encore, on a vu des revendications qui étaient disparates, mais il y a quand même certains qui sont revenus régulièrement, à savoir l'abrogation du Code de la famille réputé défavorable aux femmes, ou encore la revendication que les femmes devraient avoir plus de droits. Alors, quand j'ai lu ces articles de journaux et quand j'ai ensuite lu ton texte, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais il n'y a pas le même discours ici, puisque les garçons du quartier que tu as interrogé étaient plutôt dans une voie opposée. Ils disaient plutôt que tout est aux femmes, ce sont les femmes qui décident, ce sont des femmes qui roulent dans les grosses voitures, ce sont des femmes qui étudient, et nous, les pauvres garçons, ben, on est dans la rue et on n'a rien à faire, on navigue, comme ils disent, dans le quartier. Donc, je voulais savoir un peu comment tu vois ces discours, en fait, qui sont pour moi un peu contradictoires. Je pense que c'est des revendications, les revendications disparates dans le mouvement. Je pense qu'elles font que souligner justement à quel point c'est intéressant de regarder aussi d'angles différents pourquoi on se mobilise et qu'est-ce qui nous porte et les types de revendications. C'est-à-dire, ça revient un peu à ce que je disais. Je trouve que si on regarde, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus aussi, les féministes dans le mouvement, on voit que justement les revendications ne sont pas exactement les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous d'accord derrière le dégagisme, mais ça veut dire aussi que nos expériences sensibles et vécues sont opposées, quoi, ou différentes du moins. Donc je pense que ça, c'est le propre de tout mouvement social de grande ampleur. Hein. Ce n'est pas du tout limité à l'Algérie ni au mouvement dans la diaspora. Mais je pense que les revendications féministes, pardon, pas féminines, qui ont été portées au sein du Hirak, notamment été mises en visibilité
pas que dans la diaspora, mais notamment à travers le carré féministe dans les cortèges. Et c'est un enjeu qui illustre bien que c'est des luttes sur le long terme, et notamment, c'est un autre enjeu de lutte, je pense, qui s'est déployé, peut-être pas nécessairement auprès des garçons des quartiers populaires, mais justement de comment on contrôle, comment on discipline les revendications qu'on considère légitimes et à quel moment on doit les porter. Donc, c'est quelque chose, là, on l'observe dans le cas du Hirak, mais je veux dire, les mouvements, disons, comment dire, les mouvements communistes ont eu la même chose entre la révolution des classes avant la révolution sur les questions de genre. Je veux dire, c'est assez classique et ça se rejoue. Et je pense que justement, se joue la question de quel projet de société et qu'est-ce qu'on souhaite voir advenir. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on rappelle que ces revendications, elles s'inscrivent dans une histoire longue, en fait. Je veux dire, elles sont menées, les mouvements féministes sont présents en Algérie de longue date et sur l'abrogation du Code de la famille, ou du moins sur le Code de la famille, au moins depuis les années 80. Donc, peut-être que ça a été mis un peu plus en dormance pendant la décennie noire, mais je veux dire, il y a d'ailleurs Awel Awati et Saadia Gassem qui ont commencé, je pense une autre personne, commencé des archives des révolutions féministes en Algérie, qui est un projet hyper stimulant, que je vous encourage à aller voir si vous ne connaissez pas déjà. Et pour répondre peut-être plus à la question de comment ça se fait qu'on a un discours à ce point différent, je pense que c'est des enjeux notamment de dénonciation qui se posent dans des classes sociales, mais aussi je pense que le vécu des garçons que moi j'ai pu interroger s'inscrit vraiment dans des formes de déclassement sociaux et aussi des mutations de la société algérienne, du marché du travail, notamment l'entrée importante des femmes dans le salariat, et qui s'inscrivent aussi dans des formes d'ordre patriarcal et dans le cadre d'une masculinité heurtée, de ne pas pouvoir jouer son rôle de cette manière-là avec des codes qui sont toujours les mêmes, d'ascension sociale ou de rapport au matériel ou de consommation qui pèserait sur les hommes qui, étant au chômage, sont privés de jouer ce rôle qu'on attend d'eux, qu'on attend encore en grande partie d'eux, et notamment une bonne partie du discours sur l'inégalité matrimoniale, c'était le fait que déjà pour pouvoir se marier, il faut un logement, qu'il faut de l'argent, et que ces jeunes sont à la marge de ça. Et donc, ce qu'ils voient, c'est des personnes qui réussissent mieux qu'eux. Et ça se retranspose sur les femmes comme celles qui prennent leur place dans la société. Et oui, et ça se transposait peut-être chez Sidi Ahmed, notamment dans des pratiques protestataires. Je dirais, il se collait sur les femmes, et ça renvoie aussi en miroir. Donc, c'est pas que déconnecté, parce que ça renvoie aussi en miroir la nécessité qu'ont eu les femmes, et notamment les féministes, de créer des espaces de protection dans les cortèges, justement parce que leur corps est attaqué, notamment. Merci beaucoup, Laurence. Alors, nous avons une première question d'Emna Flika. Donc, elle dit bonsoir, merci Laurence pour cette présentation. Ma question est la suivante. Comment l'espace privé est-il représenté par rapport à l'espace public au sein du quartier? Bonne question. Comment l'espace privé est représenté? Je ne suis pas certaine de saisir exactement ce que vous voulez dire par là. L'espace privé au sens de la maison, je ne sais pas si vous êtes toujours là, si vous pouvez juste me donner une indication. Oui, je crois qu'elle est encore là, Emna Africa. Donc, si elle peut peut-être préciser la question, en attendant, on va prendre peut-être une autre. Un spectateur anonyme qui dit bonsoir, vous utilisez les concepts d'Aubry, contingence, incertitude, crise politique. D'Aubry, il travaille sur des sociétés complexes et démocratiques. Est-ce qu'on peut transposer ces concepts en contexte autoritaire? Oui, c'est un grand débat de ce que la société
est-ce que la société algérienne ou autre serait segmentée, sectorisée, comme le dit Debris? Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est le cas, mais dans tous les cas, on voit quand même une rupture des routines protestataires et une transformation des logiques de mobilisation. Et donc, je ne sais pas si le modèle de Debris l'englobe tout. Je pense que c'est un modèle qui permet de penser justement à des émergences de crise. Je pense que c'est toujours plus complexe et de toute façon, c'est un processus. Et je pense que c'est là l'intérêt d'avoir une démarche microsociologique, c'est d'essayer de suivre des acteurs, non pas de dire que les crises politiques se passent toujours de la même manière. Voilà, et je pense que c'est surtout, c'est trop vaste pour moi pour y répondre en fait. C'est un terrain assez modeste que j'ai pu effectuer. Il y a une autre question de Clémentine Théboul qui dit elle a mal compris le lien que tu faisais entre la permanence des imaginaires sociaux qui font référence à la magie chez les jeunes hommes des quartiers donc étudiés et le rapport au jeu politique. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Ouais, en fait, l'imaginaire social dont je parlais, c'est pas la magie, mais la malvie. Donc un sentiment d'absence d'avenir notamment et d'humiliation et de mépris. Je pense que c'est surtout ça. Et donc en fait, pourquoi ça s'inscrit dans un rapport aux politiques, c'est aussi qu'est-ce qu'on attend de l'État, qu'est-ce qu'on attend d'une vie digne, qu'est-ce qu'on attend, et aussi si on se soulève, c'est notamment pour des questions de revendication et de dignité. Et donc, en fait, de comprendre ces imaginaires-là, c'est une manière de saisir à la fois qu'est-ce qu'on demande, contre qui on considère qui est responsable de cette malvie, notamment le discours de prédation économique et politique et de corruption de la classe politique algérienne. Je dirais, est souvent mise en parallèle avec des expériences quotidiennes de, de paupérisation. Je veux dire, par exemple, les jeunes des quartiers populaires parlaient souvent de la manière dont on criminalisait leurs activités de débrouille, mais que le grand banditisme, entre guillemets, ou des pratiques de corruption de grande ampleur de la classe politique restaient impunis. Donc, il y a un peu ce deux poids, deux mesures. Et aussi, pourquoi je vais essayer de restituer un peu ces imaginaires sociaux, c'est aussi pour comprendre qu'est-ce qui fait rupture. C'est-à-dire qu'on peut avoir une rupture dans la manière dont on occupe l'espace public et l'espace protestataire, donc par exemple la participation aux marches le vendredi, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une rupture dans le possible en fait. Que ces jeunes considèrent constamment qu'il n'y a pas d'avenir, je pense que ça influence aussi la manière dont on se mobilise. Ça participe de l'engagement et des formes de désengagement qui s'y jouent. Si on a l'impression que ça ne sert à rien, peut-être qu'on va y retourner pour se défouler, comme fait Ahmed, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va s'y impliquer outre mesure. Voilà, donc je pense que c'était pour ça que je voulais regarder un peu cette permanence-là et comprendre que ça s'inscrit aussi dans un contexte et dans des positions sociales singulières. Est-ce que tu pourrais peut-être aussi revenir un peu sur ce dont tu parlais dans ton exposé, à savoir la socialisation en fait de ces jeunes garçons et notamment la socialisation via les stades de foot, ça c'est quand même et la politisation notamment via des chants parce que ça on l'a beaucoup vu, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et peut-être aussi la symbolique en fait de certaines chansons qui ont été chantés, déformés et qui sont devenus presque un peu le leitmotiv en fait de ce mouvement ensuite. Oui, tout à fait. Ben, je pense que la socialisation de plusieurs de ces jeunes dont je vous ai parlé aujourd'hui, effectivement, était dans les stades de foot. Et je pense qu'en fait, ça a été un lieu de rassemblement de la jeunesse, mais aussi d'élaboration de slogans et de chants politiques.
et qui s'inscrit aussi, encore une fois, dans une histoire longue du football, notamment avec le mouvement nationaliste en Algérie. Je veux dire, les liens entre politique et football sont forts. Mais je pense aussi que dès les années 70 et 80, les stades sont vraiment devenus un espace aussi où on tentait de défier par la parole et par des formes d'expression contestataire et populaire le pouvoir politique qui était plus censuré à l'extérieur des stades. Donc, il y a cette permanence, là, je pense, de cet espace de politisation et d'énonciation. Et donc, ce répertoire contestataire, donc on pense à la Casa del Mouradia, par exemple, qui est devenu, dès le départ, dès le début du soulèvement, et j'ai l'impression qu'il était un peu moins présent par la suite, mais est devenu un véritable hymne de contestation. Et donc, on parle notamment de la Malvie. Donc, c'est très inscrit aussi dans l'expérience quotidienne de ces jeunes hommes. Mais aussi, on parle du verrouillage du système politique. Et je pense qu'on pourrait rajouter à ça tous les chants et les imaginaires protestataires des haragas, de l'immigration comme mal du pays. Et je pense que c'est plus large. Ça s'inscrit aussi dans des répertoires de chants d'exil. Je pense qu'ils ne sont pas seulement ceux récents des haragas, mais qui s'inscrivent encore une fois dans une histoire longue de l'immigration en Algérie. Donc, je vous renvoie encore une fois aux travaux de Farida Souliak. C'est très bien ce qu'elle fait. Et je pense aussi que par rapport au foot, on a des manières, des gestuels, des mises en scène de la contestation qui se sont développées dans les stades et qui ont été retransposées par des scénographies dans les gradins, mais aussi dans les marches. Donc, la manière dont il y avait un usage de l'espace public, notamment disons des volumes, des escaliers. Je pense qu'il y avait une reprise un peu des codes développés dans les stades, mais aussi des codes vestimentaires. Donc, plusieurs garçons sortaient pas seulement avec le drapeau algérien, mais avec l'écharpe de son équipe de foot favorite, mais aussi des mises en scène avec les tifos, une forme d'images qui sont repris. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais... Oui, merci beaucoup. Et je lis aussi la question que Emna Africa a reformulée. Dans ton discours, tu as parlé du rapport entre l'espace public et privé. Donc, elle voulait savoir si le quartier est représenté par certains contestataires comme étant un espace privé ou s'il s'agit d'un espace public pour tous les fils du quartier. Je ne sais pas si le quartier est représenté comme un espace contestataire. Je pense que le quartier est surtout pensé comme un espace d'appartenance. On peut s'en revendiquer dans la manière dont on vient s'impliquer dans le mouvement. Je pense que c'est surtout ça qui s'y passait plutôt que la logique inverse. Mais pour autant, ce que je voulais dire dans les liens entre privé et public, c'est notamment comment les jeunes se réappropriaient, entre guillemets, leur coin de rue. C'est-à-dire, à partir du moment, et je pense que ça s'inscrit aussi, à partir du moment où il y a beaucoup de mal logement, qu'il n'y a pas d'espace dans la maison et qu'il y a aussi une pratique de socialisation masculine qui s'effectue au coin de rue, de venir nettoyer son coin de rue, sans entre guillemets, qui est l'espace où on socialise, mais qui est aussi l'espace qu'on habite, en fait. Et donc, d'en prendre soin, c'était à la fois prendre soin de l'espace public, mais c'était aussi prendre soin de l'espace privé. Ah oui, et ça me rappelle... donc Sofiane avait sorti des phrases que je trouvais assez intéressantes. Il disait qu'il y avait une transformation de la manière de prendre soin de vouloir mettre en ordre le monde et qui passait notamment par mettre en ordre d'abord chez soi. Donc il sortait après les premières semaines, il disait qu'il sortait plus de chez lui sans avoir rangé sa chambre, comme s'il y avait une transposition, mais c'est un peu ce qu'énonçait
Yassine d'une autre manière. Donc, une tentative d'incarner la transformation, la révolution, l'ordre, d'abord par sa pratique individuelle, avant de demander que ce soit disons une transformation collective ou de plus grande ampleur à l'échelle nationale. Donc, il y a une sorte de jeu d'échelle qui s'effectuait. Donc, que ce soit de sa maison, de son quartier, de manière concentrique jusqu'à la nation, entre guillemets. Merci beaucoup, Laurence. Effectivement, il y a tout une partie de ton texte qui revient là-dessus, hein, de ce changement, justement aussi, de changement de mentalité, parce qu'il y a beaucoup de tes interviewés qui ont insisté là-dessus, qu'il fallait d'abord changer la mentalité des Algériens avant de vouloir changer le pays ou le régime. Donc, c'était assez intéressant aussi, cette autocritique, en fait, qui a été émise par les interviewés. Une dernière question et je nous libère. Laurence, dans ta présentation et dans ton texte, tu as quand même dressé une image assez pessimiste du Irak à la fin de l'année 2019, avec des démobilisations de ces jeunes de quartier. Et pourtant, le 22 février 2020, on a eu donc la déclaration du manifeste du 22 février. Là encore, on a vu, il y a quand même eu une mobilisation à nouveau à ce moment-là. Ce manifeste pour la transition démocratique a été assez suivi quand même dans la société civile algérienne. Mais depuis, il y a à nouveau l'espèce de creux qu'on ressent. Donc, on entend à nouveau dans les rues du Irak qu'on ne pourra pas peser sur le cours des choses en l'absence d'une structure et d'organisation, en fait, de ce mouvement. Donc, autrement dit, le son qui revient beaucoup dans le mouvement actuellement, c'est le principal problème du Irak serait l'absence d'un leadership et d'un programme politique clair. C'est vraiment ça qui manque? Bon, d'abord, moi, je ne me sens pas du tout légitime à dire ce que le Irak devrait ou ne devrait pas faire en termes de structuration. D'une part, parce que ça se construit dans le temps et dans des configurations politiques qui sont mouvantes. Et surtout parce que ce mouvement qui appartient uniquement aux Algériens. Donc, moi, je suis simplement spectatrice et j'essaye de témoigner de ce que j'en comprends et à travers des gens qui sont acteurs de ces mobilisations. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est pessimiste, je dois avouer. Je crois que pour moi, je pense qu'il y a un enjeu de compréhension que je trouve pas inintéressant. C'est-à-dire qu'à force de vouloir juste regarder ce qui serait uni, ça nous empêche de penser ce qui se joue de manière peut-être plus fine ou plus profonde. Et je pense qu'un des enjeux, notamment des sciences sociales, c'est de mettre en lumière ça. Et donc, comment c'est réapproprié, notamment par les mouvements militants ou pas que, c'est propre aux gens qui ont envie de lire et de réfléchir à ces enjeux. Moi, je pense que c'est quand même intéressant de comprendre ce qui fait qu'on se maintient ou non dans la mobilisation, mais aussi des expériences qui seraient plurielles de ce mouvement, justement pour que ce ne soit pas non plus une lecture qui soit toujours confisquée d'une classe, disons, oui, parce qu'une bonne partie des gens qui parlent du Hirak et qui en fait partie ont certains capitaux culturels, des fois économiques, et donc du coup verrouille aussi le sens que pourrait avoir, verrouille sans vouloir le verrouiller, tout simplement on parle de là d'où on se situe. Et donc je pense que ces jeunes-là, ils donnent une vision qui est aussi légitime de cette expérience de la mobilisation. Je pense que, en fait, ce que j'essaie de montrer aussi à la fin de ce texte-là, c'est que ça ne présageait pas nécessairement un arrêt des mobilisations. Je pense que c'est normal aussi que dans les mouvements, il y ait des phases de haut et de bas. Voilà, et donc d'ailleurs, ça a repris au cours même avant 2020, ça avait repris au cours de l'automne 2019, dans des ampleurs qui étaient moins grandes que les premières semaines, et ça avait quand même repris assez largement. Je pense que c'est le Covid qui a aussi mis un coup d'arrêt, et puis des formes de répression qui ont été très fortes, avec ce que ça induit après d'autolimitation, ce qui se comprend tout à fait. Et je pense, pour peut-être, sans vous mentionniez
le manifeste du 22 février, et donc à quel point ça avait été suivi dans la société civile, certes, mais encore une fois, justement, quels sont les contacts entre cette société civile et ces jeunes des quartiers populaires. Je pense qu'ils sont assez faibles. Et donc, je pense qu'au-delà de cette idée d'unité, comment on communique, comment on co-construit et quelles sont les références ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, voilà, je pense que ce qui est intéressant de montrer, c'est que peut-être qu'en termes d'observatrice, et c'est ce que j'essaie de souligner un peu dans cette présentation, c'est qu'à la fois, je pense que la routinisation des modalités d'action a probablement fait perdre un poids dans le rapport de force du Hirak, tout simplement parce que à partir du moment où ça devient routinier, ça devient prévisible, anticipable, et donc plus facilement contrôlable. Je pense que, et on comprend aussi pourquoi ces formes d'autolimitation s'inscrivent dans des expériences passées. Encore une fois, c'est pas des critiques fondamentales de ce qui a été fait, c'est simplement tout le monde réagit dans une grande situation d'incertitude. Voilà. Et en ce qui concerne votre question sur l'absence de leadership clair, je pense qu'il faut replacer ça encore une fois dans la méfiance et dans l'histoire du champ politique algérien. Où on a un pluralisme limité et où les structures partisanes notamment ont beaucoup servi à des formes de cooptation et de clientélisme. Et donc la représentation devient une forme dévoyée d'action politique, mais aussi qu'une bonne partie des formes d'alternatives, entre guillemets, qui seraient le champ associatif, sont soumis à des contraintes d'ampleur, que ce soit pour l'obtention d'agréments, des embûches bureaucratiques et pas que, et que toute forme organisée du politique se retrouve aussi à être sujet à des formes de répression, de contrôle et d'intimidation en Algérie. Donc je pense que c'est aussi, mais ça ne veut pas dire que ça n'émerge pas. Et je pense que peut-être un dernier point pour finir sur cette dimension du rapport de force. Je pense qu'en fait, on assiste tout simplement à un conflit politique d'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a eu notamment des tractations pour tenter d'instaurer une assemblée constituante qui viendrait justement repenser les règles du jeu politique, les mettre à plat, les soumettre à un vote. Mais les autorités politiques et militaires ont décidé de fermer par le haut et de manière très autoritaire en imposant des élections présidentielles, puis législatives et récemment municipales. Et donc de dire qu'il y avait un renouvellement, c'est un peu business as usual, on a recommencé, et aussi une réforme de la Constitution qui notamment fait référence au Hirak, ce qui montre très bien qu'il y a une forme de division qui s'est effectuée entre ce qui serait le bon Hirak, celui qui aurait permis justement de purger une partie de la classe politique, de rentrer dans cette Algérie nouvelle dont on peut sourciller parfois. Et aussi une dénonciation d'un Hirak qui serait maintenant criminalisé, qui serait toute la partie qui revendiquerait des transformations politiques au-delà du cinquième mandat. Et donc, voilà, que ce Hirak-là, il a été et est toujours réprimé. Voilà. Mille merci à toi, Laurence, pour cette présentation vraiment très, très fine, une analyse située. Et c'est vrai, on n'entend pas beaucoup ces analyses qui suivent réellement les acteurs parce qu'on s'inscrit dans un temps long, hein, et je pense qu'on a ressenti peut-être cela aussi, mais c'est utile et je pense que ça décentre justement un peu notre regard sur la situation. Et encore une fois, un grand merci à toi parce que tu nous as sauvés. Tu as effectivement accepté de remplacer Redouane Boudjema qui était annoncé d'abord. Donc, un grand bravo pour cette présentation ce soir que j'ai beaucoup appréciée et j'espère que celles et ceux qui nous ont suivis également. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien.
J'annonce pour la suite donc, du cycle Irak le rendez-vous de mardi prochain, donc le deuxième événement, qui sera une projection de débat du film documentaire Chronique algérienne en présence de son réalisateur Saketi et la géographe Gaëlle Emery qui nous a suivis aussi ce soir, donc je la salue très chaleureusement. Ce sera bien évidemment en présentiel au CAREP à partir de 18h la semaine prochaine. Au plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine et je vous dis donc bonne soirée à toutes et à tous et surtout prenez soin de vous.